Je m'appelle Marjorie Penbrook, j'ai 90 ans, et j'ai passé toute ma vie comme couturière à Denver, Colorado. En ce moment, je suis allongée dans ce lit d'hôpital, regardant le moniteur cardiaque biper de plus en plus lentement. Le médecin vient de me dire qu'il me reste peut-être 48 heures. Quand j'ai demandé à l'infirmière d'appeler mes 3 enfants, elle est revenue les larmes aux yeux. « Madame Penbrook », a-t-elle murmuré, « votre fils Jasper a dit qu'il était trop occupé avec le travail. Votre fille Céleste a raccroché quand elle a entendu qu'il s'agissait de vous. Et Wendell. Il a juste ri et a dit de l'appeler quand vous serez vraiment parti. » Les mots ont coupé plus profondément qu'aucun couteau ne pourrait le faire. C'étaient les bébés que j'ai élevés, pour qui j'ai tout sacrifié, que j'ai aimé plus que la vie elle-même. Maintenant, dans mes dernières heures, ils ne pouvaient pas même épargner 5 minutes pour leur mère mourante. L'infirmière a tenu ma main pendant que je sanglotais, mon corps faible tremblant d'un chagrin qui semblait plus lourd que la mort elle-même. « Ne comprennent-ils pas ?» ai-je haleté entre les larmes. « Je ne serai pas là demain. C'est un adieu pour toujours. » Mais le silence dans la chambre était ma seule réponse. Pas de fleurs sur la table de chevet, pas de carte de prompt rétablissement, pas de dessin de petits-enfants. Juste moi, seul avec des machines gardant trace de mes battements de cœur qui s'effacent. J'ai pensé à la fortune que j'avais secrètement amassée au fil des ans, les millions dont ils ne savaient rien, cachés dans des investissements et de l'immobilier. Ils supposaient que j'étais juste une pauvre vieille couturière vivant de la sécurité sociale. S'ils savaient seulement ce qu'il manquait en choisissant la cupidité plutôt que l'amour. Mon avocat Henderson avait tout préparé, mais j'avais fait un dernier changement hier qui les choquerait tous. À travers mes larmes, je me suis souvenu de jours meilleurs quand mes enfants étaient jeunes et m'aimaient vraiment. Jasper m'apportait des pissenlits du jardin, les appelant « fleurs de soleil pour maman ». Céleste se pelotonnait sur mes genoux pendant que je cousais, me demandant de faire des robes de princesse pour ses poupées. Wendell, mon plus jeune, embrassait ma joue chaque soir et murmurait « Tu es la meilleure maman du monde entier ». Quand ces enfants doux se sont-ils transformés en ces étrangers sans cœur? La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, c'était un poison lent qui s'est glissé à mesure qu'ils grandissaient et réalisaient que je ne pouvais pas leur donner les choses matérielles que leurs amis avaient. Nous vivions dans un petit appartement tandis que leurs camarades de classe vivaient dans de grandes maisons. Je fabriquais leurs vêtements tandis que d'autres portaient des marques de créateurs. Ils ont commencé à avoir honte de moi au lycée. Jasper disait à ses amis que j'étais la femme de ménage, pas sa mère. Céleste refusait de me laisser venir aux réunions parents-professeurs parce que mes robes faites maison n'étaient pas assez à la mode. Wendell a cessé de m'inviter à ses matchs sportifs, disant que je ne comprendrais pas de toute façon. Chaque rejet était une petite mort, me préparant à cet abandon final. Mais j'ai continué à les aimer, continué à espérer qu'ils se souviendraient qui leur avait appris à lasser leurs chaussures, qui étaient restés éveillés toute la nuit quand ils étaient malades, qui avaient eu faim pour qu'ils puissent manger. Je ne leur ai jamais parlé de l'héritage de mon défunt frère au Canada, ni des investissements intelligents que j'avais faits avec chaque centime économisé. Je voulais qu'ils m'aiment pour moi, pas pour l'argent. Maintenant, alors que ma respiration devenait plus laborieuse, je me demandais si j'avais fait une terrible erreur en gardant ma richesse secrète. Peut-être que s'ils avaient su, ils auraient au moins fait semblant de se soucier. Mais non, je voulais un amour réel, pas une affection achetée. L'infirmière est revenue avec mes médicaments, ses yeux pleins de sympathie. « Madame Penbrook, y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler? Un ami, peut-être ?» J'ai secoué la tête. Mes enfants étaient mon monde, et ils avaient clairement fait comprendre que je n'étais rien pour eux. Demain, quand Henderson lirait mon testament aux funérailles auxquelles ils n'assisteraient probablement même pas, ils apprendraient exactement ce que leur cruauté leur avait coûté. Mais ce soir, je mourrais comme j'avais vécu ces dernières décennies, complètement et totalement seule. Il y a 20 ans, tout a commencé à changer. J'avais 70 ans alors, travaillant toujours à temps plein dans mon atelier de retouche sur Colfax Avenue. Mes doigts n'étaient plus aussi agiles qu'avant, mais je pouvais encore ourler une robe mieux que quiconque à Denver. C'est alors que les lettres sont arrivées, 3 d'entre elles, chacune de l'un de mes enfants, chacune arrivant dans la même semaine. Ce n'étaient pas des cartes d'anniversaire ou des vœux de fête des mères. C'étaient des demandes, habillées de mots différents mais demandant toute la même chose, de l'argent. La lettre de Jasper est arrivée en premier, tapée sur le papier à en-tête de son cabinet d'avocat comme si j'étais une cliente, pas sa mère. « Mère », commençait-elle, pas « maman », comme il avait l'habitude de m'appeler. « J'écris pour discuter de votre planification financière. En tant que votre fils aîné et avocat, je crois qu'il est temps que vous me signiez une procuration.
Cela garantira que vos affaires sont correctement gérées à mesure que vous vieillissez. La lettre de Céleste est arrivée 2 jours plus tard, manuscrite sur du papier à lettres coûteux qui coûtait probablement plus que mes courses hebdomadaires. Elle se plaignait des problèmes d'affaires de son mari, des frais de scolarité privée de ses enfants, de l'hypothèque sur leur MC Mansion à Cherry Hills. Si tu aimais vraiment tes petits-enfants, écrivait-elle, tu vendrais cette vieille boutique poussiéreuse et nous aiderais. Quel genre de grand-mère thésaurise de l'argent pendant que sa famille lutte? L'ironie brûlait, elle se considérait en difficulté tout en vivant dans une maison valant plus que ce que je gagnerais en 10 vies. Mais c'était son hypothèse que j'avais de l'argent à thésauriser qui m'a surprise. Avait-elle remarqué quelque chose? Ou était-elle juste en train de pêcher, espérant que sa pauvre mère couturière avait mis de côté quelques milliers de dollars? La lettre de Wendell était la plus courte mais la plus blessante. Maman, j'ai besoin de 50 000 dollars pour une opportunité d'affaires. C'est ma chance de finalement faire quelque chose de moi-même. Si tu ne peux pas aider, dis-le simplement, mais ne prétends pas te soucier de mon succès si tu ne veux pas investir dedans. Il n'y avait pas de « comment vas-tu » ou « tu me manques », juste une demande avec une insulte enroulée autour. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec ces 3 lettres étalées devant moi comme des preuves dans un procès. Mes enfants étaient devenus des étrangers qui me voyaient non pas comme leur mère mais comme un distributeur automatique potentiel. Le plus drôle, c'est que j'aurais pu leur donner tout ce qu'ils demandaient et plus encore. L'héritage de mon frère Eugène à Toronto avait été investi judicieusement, grandissant tranquillement dans des comptes dont il ne savait rien. Mais quelque chose en moi s'est durci cette nuit-là. Si l'argent était tout ce qu'ils voulaient de moi, alors l'argent serait la leçon qu'ils apprendraient. J'ai passé mon premier appel à Henderson Crawford, l'avocat spécialisé en succession qui m'avait aidé à gérer l'héritage d'Eugène. Je veux apporter quelques modifications à mon testament, lui ai-je dit. Des modifications importantes. Il a écouté sans jugement pendant que j'expliquais mon plan. Mes enfants hériteraient, mais seulement s'ils remplissaient certaines conditions, des conditions qui seraient impossibles à remplir s'ils continuaient à me traiter comme si je n'existais pas. La première condition, ils devaient me rendre visite au moins 1 fois par mois pendant 1 année complète avant ma mort. La deuxième, ils devaient amener leurs enfants pour connaître leur grand-mère. La troisième, ils devaient démontrer une attention sincère, pas seulement se présenter pour les apparences. Je ne leur ai jamais parlé de ces conditions. Je voulais voir s'ils choisiraient de m'aimer sans savoir qu'il y avait une fortune en jeu. Au cours des mois suivants, je les ai invités pour des dîners du dimanche, j'ai proposé de garder les petits-enfants, j'ai suggéré des rassemblements familiaux. Jasper était toujours trop occupé avec ses « cas importants ». Céleste prétendait que le trajet depuis Cherry Hills était trop long, bien qu'il ne soit que de 20 minutes. Wendell a simplement cessé de répondre à mes appels. Leur rejet était systématique et complet. Ils avaient décidé que j'étais sans valeur, un fardeau, un embarras pour leur vie réussie. Ils ne savaient pas que chaque invitation ignorée, chaque appel non retourné, chaque excuse était documentée par Henderson comme preuve d'abandon. J'ai continué à travailler dans ma boutique, mon arthrite s'aggravant chaque année, mes économies augmentant chaque mois. Les clients commentaient souvent à quel point je semblais seule, travaillant de si longues heures sans visite familiale. « Oh, ils sont très occupés », disais-je avec un sourire qui n'atteignait jamais mes yeux. Des gens très réussis, très importants. Le mensonge avait un goût amer mais était plus facile que d'admettre que mes enfants m'avaient abandonné alors que je respirais encore. Certaines nuits, je regardais leurs photos d'enfance et me demandais où j'avais mal tourné. Avais-je trop travaillé? Pas assez travaillé? Était-ce ma faute s'ils avaient grandi en valorisant l'argent plutôt que la famille? Ou était-ce simplement qui ils avaient choisi de devenir? La vérité sur ma richesse a commencé 15 ans avant que je tombe malade, quand j'avais 75 ans et croyais encore que mes enfants pourraient changer. Mon frère Eugène était mort subitement à Toronto, ne laissant derrière lui ni femme ni enfant. Nous avions été proches dans notre enfance, mais la distance et le temps nous avaient séparés. Je ne savais même pas qu'il était devenu prospère jusqu'à ce que son avocat appelle avec des nouvelles qui m'ont fait m'asseoir lourdement sur mon tabouret d'atelier. Madame Penbrook, votre frère vous a tout laissé, sa maison, ses investissements, et une somme considérable dans divers comptes. La valeur totale est d'environ 8,7 millions de dollars. Mes mains tremblaient alors que je serrais le téléphone. Eugène avait fait fortune dans l'immobilier, achetant et vendant des propriétés à travers le Canada. Il avait vécu modestement, tout comme moi, ne faisant jamais étalage de sa richesse. L'avocat canadien a pris l'avion pour Denver pour s'occuper de la paperasse.
Je me souviens être assise dans le bureau d'Henderson Crawford, signant document après document, mon esprit tournoyant avec les chiffres. Après impôts et conversion, il me restait un peu plus de 6 millions de dollars américains. La couturière qui rapiéçait des vêtements pour le salaire minimum était soudainement millionnaire. Mais j'ai pris une décision ce jour-là qui façonnerait tout ce qui allait suivre. Je n'ai rien dit à personne. Pas à mes enfants, pas à mes amis, pas même à mes clients les plus proches. J'ai continué à travailler dans ma boutique, continué à vivre dans mon petit appartement, continué à porter mes robes faites maison. L'argent est allé dans des comptes soigneusement gérés, croissant régulièrement sous l'œil vigilant d'Henderson. Je me suis permis un luxe. J'ai secrètement acheté le bâtiment où se trouvait ma boutique, devenant ma propre propriétaire. Pourquoi n'ai-je pas dit à mes enfants? Au début, je me disais que j'attendais le bon moment. Mais alors que les semaines se transformaient en mois, j'ai réalisé que je menais une expérience non intentionnelle. M'aimeraient-ils s'ils pensaient que je n'avais rien à leur donner? La réponse s'est révélée douloureusement. Sans la promesse d'héritage, je suis devenue invisible pour eux. Jasper a commencé à trouver des excuses pour éviter les dîners de famille. Céleste a commencé à laisser entendre à quel point c'était embarrassant, quand ses amis demandaient des nouvelles de la petite boutique de couture de sa mère. Wendell a plaisanté lors d'un rassemblement familial qu'il devait avoir été adopté parce qu'aucune personne prospère ne pouvait venir d'origine si humble. Chaque commentaire était un coup de couteau, mais aussi une révélation. J'ai commencé à planifier plus soigneusement. L'argent ne restait pas inactif. Henderson m'a aidé à investir dans des propriétés autour de Denver, toutes sous une LLC qui ne pouvait pas être retracée jusqu'à moi. Nous avons acheté des immeubles d'appartements dans des quartiers en plein essor, des espaces commerciaux que nous louions à de petites entreprises. Ma richesse a augmenté à près de 10 millions, puis 12 millions. Tout cela pendant que mes enfants se plaignaient de leur pauvre mère qui ne pouvait même pas aider avec leurs dépenses. J'ai commencé à tout documenter, non par dépit, mais par chagrin. Chaque anniversaire manqué, chaque fête ignorée, chaque excuse pour éviter de visiter. Henderson a suggéré que je me torturais, mais j'avais besoin de voir s'ils choisiraient jamais moi plutôt que leur vie occupée. Le test est devenu plus élaboré. J'appelais le bureau de Jasper, et sa secrétaire disait qu'il était en réunion, mais je pouvais l'entendre rire en arrière-plan. J'invitais Céleste à déjeuner, proposant de payer, et elle prétendait être au régime mais postait ensuite des photos de restaurants chers sur les réseaux sociaux le même jour. Wendell était le plus cruel, il promettait de venir puis ne se présentait tout simplement pas, me laissant attendre à la fenêtre comme un chien oublié. Chaque trahison était soigneusement notée, classée avec Henderson. Pas pour la vengeance, mais comme preuve d'un schéma qui me brisait le cœur un peu plus chaque année qui passait. Ma santé a commencé à décliner quand j'ai eu 85 ans, mais j'ai continué à travailler, continué à économiser, continué à investir. L'empire que j'avais construit en silence valait près de 15 millions de dollars à ce moment-là. J'aurais pu vivre dans le luxe, voyager dans le monde, profiter de mes dernières années dans le confort. Au lieu de cela, je suis restée dans ma vie modeste, regardant mes enfants s'éloigner davantage. Ils n'ont pas rendu visite quand j'ai eu mon premier épisode cardiaque. Ils ne sont pas venus quand je suis tombée et me suis cassé la hanche. Ils ont envoyé des cartes génériques de la pharmacie mais ne sont jamais venus en personne. Trop occupés, disait-il. Trop loin, prétendait-il. Trop compliqué avec les horaires des enfants, expliquait-il. Toujours trop quelque chose, jamais simplement disposé à prendre du temps pour la mère qui leur avait tout donné. J'ai apporté mes dernières modifications au testament après mon 89e anniversaire, que j'ai passé complètement seul. Pas même un appel téléphonique d'aucun d'eux. Henderson a essayé de me dissuader de certaines dispositions, disant qu'elles étaient trop dures. Mais j'ai insisté. Si mes enfants voulaient hériter de millions, ils devraient le mériter en montrant qu'ils le méritaient. Les conditions étaient spécifiques et inébranlables. Mais plus important encore, j'ai ajouté une clause qui les choquerait le plus. S'ils ne remplissaient pas les conditions, tout irait à des œuvres de charité, spécifiquement à des organisations qui aidaient les personnes âgées abandonnées. Parce que c'est ce que j'étais, abandonnée par les personnes mêmes pour qui j'avais vécu. Mon 90e anniversaire est arrivé comme un murmure que personne n'a entendu. Je me suis réveillée ce matin-là dans mon petit appartement, le même où j'avais vécu pendant 40 ans, et me suis fait une seule tranche de pain grillé avec de la confiture. Le téléphone est resté silencieux sur la table de la cuisine, un monument en plastique noir à mon isolement. J'avais cessé d'attendre des appels il y a des années, mais les anniversaires portaient encore cet espoir insensé. À midi, j'avais abandonné et j'ai marché lentement jusqu'à ma boutique, ma canne tapant contre le trottoir comme un compte à rebours vers nulle part.
Madame Chen de la boutique de fleurs d'Axe en grave côté m'avait fait un petit gâteau. Joyeux anniversaire, Marjorie, a-t-elle dit chaleureusement. 90 ans, quelle bénédiction. J'ai souri et les remercié, sans mentionner que cela ressemblait plus à une malédiction quand on l'atteignait seul. Au moins quelqu'un s'en souvenait. Ce soir-là, j'ai décidé de faire une dernière tentative. J'ai appelé chacun de mes enfants, laissant des messages vocaux puisqu'aucun d'eux n'a répondu. Bonjour, mon cher, c'est maman. Je sais que tu es occupé, mais je voulais entendre ta voix pour mon anniversaire. J'ai 90 ans aujourd'hui. Je n'aurai pas beaucoup plus d'anniversaire, et j'aimerais vraiment te voir. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. Ma voix s'est brisée sur ces 3 derniers mots, mais je les pensais malgré tout. Les rappels ne sont jamais venus. Au lieu de cela, 3 jours plus tard, j'ai reçu un email groupé oui, un email, pas même des messages individuels de mes enfants. Joyeux anniversaire en retard, mère. Désolée de l'avoir manqué. Très occupée avec le travail, les enfants, la vie. J'espère que tu as passé une bonne journée. J, C et W. Ils avaient coordonné leur négligence, la rendant efficace. Cet email a été la goutte d'eau. Je l'ai imprimé et l'ai apporté au bureau d'Henderson le lendemain. Je veux ajouter une chose de plus au testament, lui ai-je dit, ma voix stable malgré mes mains tremblantes. Je veux que vous lisiez cet email lors de la lecture du testament. Je veux qu'ils voient leurs propres mots, qu'ils comprennent que c'était leur choix. Henderson a hoché la tête solennellement pendant que j'expliquais mon dernier souhait. S'il se présentait pour la lecture du testament, ce que je savais qu'il ferait, attiré par la cupidité comme des mouches au miel, il recevrait un type d'héritage différent. Chacun recevrait exactement 1000 $, le même montant que j'avais économisé pour leur donner quand ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires. Les millions iraient ailleurs, avec une lettre détaillée expliquant pourquoi. 2 semaines après mon anniversaire, je me suis effondrée dans ma boutique. Madame Chen m'a trouvée sur le sol, ma robe à moitié ourlée sur la machine à coudre. Le trajet en ambulance était un flou de sirènes et de visages inquiets. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, l'expression du médecin m'a tout dit. Madame Penbrook, votre cœur est défaillant. Nous devons contacter votre famille. C'est alors que j'ai fait la demande qui a mené à ce moment, allongée ici seule pendant que mes enfants prouvaient une fois de plus que je ne signifiais rien pour eux. L'infirmière avait eu la gentillesse de les appeler plusieurs fois. La secrétaire de Jasper a dit qu'il était au tribunal. Céleste prétendait être dans une retraite spa et ne pouvait pas partir. Wendell a simplement dit « Est-elle morte ?»« Non. »« Alors appelez-moi quand elle le sera. » La cruauté de ces mots s'est répandue dans ma poitrine comme du poison. L'infirmière a tenu ma main pendant que je pleurais, se demandant probablement quel genre d'enfant pouvait abandonner leur mère mourante. « Ils ne savent pas, » ai-je murmuré. « Ils ne savent pas pour l'argent. S'ils savaient. » Mais je ne pouvais pas finir la phrase. S'ils savaient pour les millions, ils seraient ici en quelques minutes, encerclant mon lit comme des vautours, prétendant m'aimer tout en calculant leur part. C'était mieux ainsi. Cela me montrait qui ils étaient vraiment quand ils pensaient qu'il n'y avait rien à gagner. La douleur de leur absence était presque un soulagement, cela validait chaque décision que j'avais prise concernant le testament. Alors que les heures passaient et que ma respiration devenait plus laborieuse, je me suis retrouvée à penser à l'héritage. Pas l'argent, cela irait à des gens qui en avaient vraiment besoin, à des organisations qui s'occupaient des personnes âgées oubliées, à des bourses pour des étudiants qui ne pouvaient pas se permettre l'université. Mon véritable héritage était la leçon que mes enfants apprendraient trop tard, que l'amour ne peut pas être acheté après avoir été refusé, que le temps ne peut pas être récupéré une fois qu'il a été gaspillé, qu'un cœur de mère, une fois brisé, ne peut pas être réparé avec des larmes cupides à des funérailles. Il se présenterait alors, je le savais. Il porterait du noir et pleurerait pour les caméras et dirait à tout le monde quelle merveilleuse mère j'avais été. Mais le testament dirait la vérité. J'ai demandé du papier et un stylo à l'infirmière, voulant écrire une dernière chose. Mon écriture était tremblante, mais les mots étaient clairs. À mes enfants, vous pensiez que je n'avais rien à vous donner de mon vivant, alors vous ne m'avez rien donné en retour. Maintenant vous découvrirez ce que vous avez manqué en me manquant. Avec amour, maman. Je l'ai scellé dans une enveloppe et j'ai demandé à l'infirmière de le donner à Henderson. Ce serait lu après le testament, après qu'ils aient appris les millions qu'ils avaient perdus. Peut-être qu'alors ils comprendraient que tout ce que j'avais toujours voulu était leur présence, pas leur présent. Mais probablement pas. La cupidité avait remplacé leur cœur il y a longtemps, et aucune somme d'argent ne pouvait les racheter. Alors que les médicaments contre la douleur rendaient tout doux sur les bords,
Mon esprit a dérivé 50 ans en arrière quand mes enfants étaient petits et que le monde était plein de possibilités. Jasper avait 8 ans, Céleste avait 6 ans, et Wendell n'avait que 4 ans. Leur père nous avait quittés l'année précédente, disant qu'il ne pouvait pas supporter d'être attaché. J'avais tenu bébé Wendell pendant que Céleste s'accrochait à ma jupe et que Jasper essayait d'être courageux, son petit visage froncé pour ne pas pleurer. C'est bon, leur avais-je dit cette nuit-là, tous entassés dans mon lit. Nous nous avons les uns les autres. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et pendant un moment, c'était vrai. Nous étions une équipe, nous 4 contre le monde. Je travaillais en double poste à l'usine alors, rentrant épuisé mais toujours avec de l'énergie pour les histoires du soir. Jasper m'aidait à préparer le dîner, debout sur une chaise pour atteindre le comptoir, remuant soigneusement la casserole de soupe qui nous durerait 3 jours. « Je suis ton sous-chef, maman », annonçait-il fièrement, un mot qu'il avait appris dans un livre de bibliothèque. Céleste mettait la table avec notre vaisselle dépareillée, inventant des histoires sur la façon dont chaque assiette venait d'un royaume de contes de fées différents. Wendell se dandinait, étreignant les jambes de tout le monde et babillant sur sa journée chez la voisine où je payais Madame Rodriguez pour le surveiller. Ces dîners étaient magiques malgré la pauvreté ou peut-être à cause d'elle. Nous n'avions rien d'autre que l'un l'autre, et cela semblait être tout. Nous mangions notre repas simple et parlions de nos journées, et je leur racontais des histoires de quand j'étais petite, de leurs grands-parents qu'ils n'avaient jamais rencontrés, de rêves qui semblaient possibles alors. Je me souviens du Noël où je ne pouvais pas me permettre de cadeaux. J'avais travaillé des heures supplémentaires pendant des semaines, mais la voiture était tombée en panne et avait pris chaque centime que j'avais économisé. La veille de Noël, après qu'il soit allé au lit, je me suis assise à ma machine à coudre et j'ai pleuré. Puis j'ai regardé mes chutes de tissu et je me suis mise au travail. Au matin, Jasper avait une cape de super-héros faite d'un vieux rideau, Céleste avait une robe de princesse assemblée à partir de restes, et Wendell avait un éléphant en peluche cousu à partir d'un pull usé. Leur joie ce matin-là était pure et complète. « C'est parfait, maman. » Céleste tournoyait dans sa robe. « Tu les as fait juste pour nous. » Jasper volait autour de l'appartement dans sa cape, sauvant ses frères et sœurs de dangers imaginaires. Wendell ne lâchait pas son éléphant, qu'il a nommé Limpy. Ils ont porté et transporté ces cadeaux faits maison jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux, les aimant plus que n'importe quel jouet acheté en magasin. Mais quelque chose a changé quand ils sont entrés dans l'adolescence. Jasper a commencé à remarquer que ses amis avaient des vêtements de marque alors qu'ils portaient mes chemises faites maison. Il a commencé à partir tôt pour l'école et à rentrer tard, évitant d'être vu avec moi. Les réunions parents-professeurs sont devenues des champs de bataille où il me présentait rapidement puis disparaissait. « Pourquoi ne peux-tu pas t'habiller comme les autres mamans ?» a-t-il demandé une fois, sa voix aiguë avec la cruauté adolescente. « Pourquoi devons-nous être si pauvres ?» J'ai essayé d'expliquer qu'être pauvre n'était pas honteux, que le travail honnête avait de la dignité, mais il avait déjà cessé d'écouter. Il avait décidé que le succès signifiait la distance d'où il venait, et j'étais l'incarnation de tout ce qu'il voulait laisser derrière. La transformation de Céleste était plus subtile mais tout aussi douloureuse. Elle a commencé à mentir sur l'endroit où nous vivions, donnant aux amis des adresses du côté le plus agréable de la ville. Quand il la déposait, elle les faisait la laisser à un coin de rue à des pâtés de maison, puis marchait jusqu'à la maison quand elle pensait que personne ne regardait. Elle a rejoint des clubs et des activités qui nécessitaient des frais que j'avais du mal à payer, puis agissait embarrassée quand je ne pouvais pas me permettre les vestes d'équipe assorties ou les frais de voyage. « La mère de tout le monde peut payer », disait-elle, comme si je choisissais d'être pauvre. La petite fille qui avait chéri sa robe de princesse faite maison se cachait maintenant dans la salle de bain à l'école pour enlever les vêtements que j'avais cousus, se changeant en tenue qu'elle avait empruntée à des amis. Chaque rejet était comme un fil tiré du tissu de notre famille. Wendell a tenu le plus longtemps, peut-être parce qu'il était le plus jeune et se souvenait moins des moments vraiment difficiles. Mais la pression des pères l'a finalement eu aussi. Au lycée, il a cessé d'amener des amis à la maison, cessé de me mentionner lors d'événements scolaires. Quand il a fait partie de l'équipe de basket-ball, j'étais si fière que j'ai pleuré. J'allais à tous les matchs que je pouvais, assise dans les gradins avec ma couture sur mes genoux, travaillant entre les acclamations. Puis un jour, je l'ai entendu dire à ses coéquipiers que la dame dans les gradins était juste une fan au hasard, qui venait à tous les matchs. Mon propre fils a nié me connaître parce qu'il avait honte. J'ai arrêté d'y aller après cela, bien que je m'asseyais dans ma voiture sur le parking, écoutant les matchs à travers les portes ouvertes du gymnase, encourageant toujours silencieusement mon garçon qui ne voulait pas que quiconque sache que j'étais sa mère.
Les souvenirs continuaient d'affluer alors que ma respiration devenait plus superficielle. Des fêtes d'anniversaire où je faisais des gâteaux à partir de rien parce que les gâteaux de boulangerie étaient trop chers. Des costumes d'Halloween qui prenaient des semaines à coudre mais gagnaient des concours à l'école. Des soirées d'été au concert gratuit dans le parc, étalant notre vieille couverture sur l'herbe et dansant ensemble sous les étoiles. Quand ces enfants qui tenaient mes mains et m'appelaient leur héros ont-ils décidé que je ne valais pas la peine d'être connu? Quand l'amour est-il devenu conditionnel au revenu? Quand mes sacrifices sont-ils devenus des sources de honte au lieu de preuves de dévotion? Le médicament rendait tout flou, mais ces questions restaient vives, sans réponse et peut-être sans réponse. Tout ce que je savais, c'est que quelque part entre alors et maintenant, je les avais perdus, et ils avaient perdu quelque chose aussi, ils ne le savaient tout simplement pas encore. Il y a 10 ans, quand j'ai eu 80 ans, j'ai pris une décision qui testerait mes enfants de manière qu'ils n'avaient jamais prévue. À ce moment-là, ma fortune cachée avait atteint près de 11 millions de dollars grâce à des investissements prudents et au marché immobilier de Denver en hausse. Je possédais 6 immeubles d'appartements, 2 centres commerciaux, et j'avais un portefeuille qui rendrait la plupart des conseillers financiers jaloux. Mais je vivais toujours dans mon appartement d'une chambre, portais toujours mes vêtements faits maison, travaillais toujours dans ma boutique de couture 6 jours par semaine. La tromperie n'était pas censée être cruelle, je voulais savoir s'il pouvait m'aimer sans signe de dollar dans les yeux. J'ai donc orchestré un test, bien qu'Henderson m'ait prévenu que cela pourrait me briser le cœur plus qu'il ne l'était déjà. Parfois, a-t-il dit doucement, il vaut mieux ne pas savoir. Mais je devais savoir. J'ai commencé à laisser tomber des indices sur des difficultés qui n'existaient pas. J'ai mentionné à Jasper que mon arthrite rendait difficile le travail, que j'étais inquiète de payer le loyer. Sa réponse a été de m'envoyer une brochure pour un établissement de vie pour personnes âgées subventionné par le gouvernement à 1 heure de la ville. Cela a l'air bien, mère, avait-il écrit de son écriture d'avocat. Et c'est dans votre budget. Il n'a jamais proposé d'aider avec le loyer, n'a jamais suggéré que je déménage plus près de lui, n'a jamais dit une seule fois. Ne t'inquiète pas, maman, je prendrai soin de toi. Céleste a eu une histoire similaire sur la fermeture possible de ma boutique en raison de la hausse des loyers. Sa solution était de m'envoyer par email des offres d'emploi pour des hôtesses d'accueil Walmart. On n'est jamais trop vieux pour travailler, avait-elle écrit, ajoutant un emoji souriant qui ressemblait à une gifle. Ma fille millionnaire pensait que sa mère de 80 ans devrait rester debout pendant 8 heures à accueillir les acheteurs au lieu d'offrir une aide quelconque. Le test de Wendell était le plus révélateur. Je lui ai dit que j'étais en retard sur mes factures d'électricité, que je restais assise dans le noir certains soirs pour économiser de l'argent. Il a écouté mes problèmes inventés, puis s'est lancé dans une conférence sur la responsabilité financière. Tu aurais dû mieux économiser, maman, a-t-il dit. Je ne peux pas te sortir d'affaires chaque fois que tu as des problèmes. C'était la première fois que je lui demandais quoi que ce soit, et je ne demandais même pas vraiment, je partageais juste une inquiétude fictive pour voir s'il s'en soucierait. Il ne s'en souciait pas. Au lieu de cela, il a utilisé comme une opportunité de se sentir supérieur à la mère qui s'était privée de repas pour qu'il puisse manger, qui avait porté des chaussures tenues ensemble avec de la colle pour qu'il puisse avoir des neuves pour le basket-ball. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié ne pouvait même pas épargner une fausse sympathie pour mes difficultés prétendues. Mais l'univers a un sens de l'ironie. Alors que mes enfants supposaient que j'étais indigente, je finançais secrètement des œuvres de charité auxquelles il assistait à des galas. Le cabinet d'avocats de Jasper organisait une collecte de fonds annuelle pour l'aide juridique, et je donnais anonymement 100 000 dollars chaque année. Il se vantait de la générosité du cabinet, ne sachant jamais que sa mère, pauvre, était leur plus grande donatrice. Céleste siégeait au conseil d'administration d'une fondation artistique que je maintenais secrètement à flot avec des dons trimestriels. Elle se pavanait lors des réunions sur leur succès, ignorant que la couturière dont elle avait honte signait les chèques. Le camp de basket-ball de Wendell pour les enfants défavorisés? Financé par un bienfaiteur anonyme, qui était en fait la mère qu'il avait nié connaître. J'assistais à leurs événements de loin, les regardant s'attribuer le mérite de gentillesse que je permettais alors qu'ils ne pouvaient pas épargner de gentillesse pour moi. La tromperie est devenue plus élaborée par nécessité. Lorsque les registres de taxes foncières sont devenus publics en ligne, je me suis assuré que toutes mes propriétés étaient sous des LLC avec des noms qui ne pouvaient pas être retracés jusqu'à moi. Quand un journal local a voulu faire une histoire sur les millionnaires cachés les plus prospères de Denver, j'ai refusé par l'intermédiaire de mon avocat. Quand Forbes a fait des recherches sur les femmes autodidactes de plus de 70 ans, Henderson s'est assuré que mon nom restait hors de leur radar.
Je suis devenue experte dans la dissimulation de richesse tandis que mes enfants devenaient experts dans le fait de se cacher de moi. Nous jouions tous les deux à des jeux, mais un seul d'entre nous le savait. Il pensait éviter un fardeau. Je savais que je menais une expérience sur la nature humaine, et mes propres enfants échouaient de manière spectaculaire. Parfois, je me demandais ce qui se passerait si je leur disais simplement. Si j'appelais Jasper et disais « Fils, je vaux 15 millions de dollars ». Se souviendrait-il soudainement qu'il avait une mère? Céleste trouverait-elle miraculeusement du temps dans son emploi du temps chargé? Le téléphone de Wendell commencerait-il à fonctionner quand j'appelais? Mais je connaissais la réponse, et c'est pourquoi je ne leur ai jamais dit. Leur amour serait aussi faux que ma pauvreté. Ils se feraient concurrence pour gagner ma faveur, me couvrir d'attentions qui n'avaient rien à voir avec moi et tout à voir avec mon compte bancaire. Je préférais mourir seule mais honnête qu'entourée d'acteurs prétendant se soucier. Au moins de cette façon, quand Henderson lirait le testament, il saurait que chaque moment de négligence avait été un choix fait avec toutes les informations. Il ne savait simplement pas quelles informations leur manquaient. La partie la plus triste était combien il aurait été facile pour eux de découvrir la vérité s'ils avaient prêté attention. La qualité de ma couture n'a jamais diminué malgré mon âge. Les machines Singer vintage de ma boutique valaient des milliers. Le tissu que j'utilisais était le plus fin disponible. Mon appartement, bien que modeste, était dans un bâtiment que je possédais. Il y avait des indices partout pour des enfants qui se souciaient de regarder. Mais ils n'ont jamais regardé. Ils avaient déjà décidé qui j'étais, une pauvre vieille femme qui avait échoué à leur fournir l'enfance qu'ils pensaient mériter. Aucune preuve ne pouvait changer cette histoire parce qu'ils en avaient besoin pour justifier leur négligence. Si j'étais pauvre, c'était acceptable de m'abandonner. Si j'étais difficile, il était raisonnable de m'éviter. Si j'étais embarrassante, il était logique de me cacher. Ils avaient construit un récit qui faisait d'eux les héros de leurs propres histoires, et j'étais juste un personnage secondaire qu'ils avaient écrit hors du script. Dans le tiroir de ma commode, sous les mouchoirs cousus à la main et les photographies fanées, se trouvait une boîte remplie de lettres que j'avais écrites mais jamais envoyées. Des centaines d'entre elles, une pour chaque étape importante que mes enfants ont franchie sans moi. Le papier était maintenant jauni, une partie de l'encre décolorée, mais les mots portaient toujours le poids des larmes non versées. J'avais commencé à les écrire quand Jasper a obtenu son diplôme de l'école de droit. Il ne m'avait pas invité à la cérémonie, prétendant que les billets étaient limités. J'ai découvert plus tard par Madame Chen, dont le neveu fréquentait la même école, que chaque diplômé recevait 6 billets. Alors j'ai écrit une lettre ce soir-là, déversant ma fierté et ma douleur sur le papier. Mon cher fils, aujourd'hui tu es devenu avocat, et j'étais assise dans ma boutique en t'imaginant dans ta toge et ton mortier. Je suis si fière de qui tu es devenu, même si tu as honte d'où tu viens. Mais je ne l'ai jamais envoyé. À quoi bon? Les lettres de Céleste remplissaient leur propre section de la boîte. Celle de son jour de mariage était tachée d'eau par mes larmes. Elle m'avait parlé du mariage seulement après qu'il ait eu lieu, envoyant une photo par email avec une brève note. Me suis mariée le week-end dernier. J'ai pensé que tu devrais savoir. Sur la photo, elle était radieuse dans une robe qui devait coûter des milliers, entourée d'amis et de la famille de son nouveau mari. Tout le monde sauf sa mère. Cette nuit-là, j'ai écrit « Ma chérie, tu étais magnifique dans ta robe de mariée. J'aurais aimé être celle qui boutonne le dos, qui ajuste ton voile, qui murmure que peu importe ton âge, tu seras toujours ma petite fille jouant à se déguiser. J'aurais cousu une robe de mes propres mains, cousant mon amour dans chaque couture. » Mais elle avait clairement fait comprendre que tout ce qui était fait maison n'était pas le bienvenu dans sa vie achetée en magasin. Les lettres de Wendell étaient les plus difficiles à écrire parce qu'il avait été mon bébé, celui que je pensais resterait proche. Quand son premier enfant est né, mon premier petit enfant, j'en ai entendu parler par les réseaux sociaux. Une connaissance mutuelle l'avait tagué dans des félicitations avant qu'il ne prenne la peine de me le dire. La lettre que j'ai écrite cette nuit sans sommeil tremblait d'émotion. Mon doux garçon, tu es père maintenant. Te souviens-tu quand tu portais cet éléphant en peluche partout? Maintenant tu as un vrai bébé à tenir. Je rêve d'enseigner à ton enfant à coudre, de faire des costumes d'Halloween ensemble, d'être la grand-mère qui a toujours des biscuits frais et des histoires sans fin. Mais je comprends si tu ne veux pas ça. J'espère juste que tu te souviens, quand tu es debout à 3 heures du matin avec un bébé qui pleure, que j'ai fait ça pour toi. Et je le referai sans hésiter. Cette lettre a rejoint les autres, non envoyées et non lues. Il y avait aussi des lettres pour des moments plus petits. Quand Jasper est devenu associé dans son cabinet, j'en ai lu à ce sujet dans la section affaires du journal.
Quand Céleste a ouvert sa galerie d'art, je suis passée devant une fois mais je ne suis pas entrée. Quand le deuxième enfant de Wendell est né, une autre découverte sur les réseaux sociaux. Chaque jalon qu'il célébrait sans moi devenait une autre lettre dans ma boîte. Parfois j'écrivais des lettres en colère, pleines d'accusations et de douleur. D'autres fois, elles étaient suppliantes, implorant juste une chance de faire partie de leur vie. Mais la plupart étaient simplement tristes, les mots d'une mère parlant à des enfants qui n'écoutaient plus. Te souviens-tu quand? Commençaient beaucoup d'entre elles. Te souviens-tu quand nous faisions des anges de neige dans le parc? Te souviens-tu quand je t'ai appris à faire du vélo? Te souviens-tu quand tu m'aimais? J'ai continué à écrire même quand mes mains sont devenues trop arthritiques pour coudre pendant de longues périodes. Les lettres sont devenues ma thérapie, un moyen de dire tout ce que je ne pouvais pas dire à leur visage parce que je ne voyais jamais leur visage. Les jours de fête des mères qui passaient sans appel, j'écrivais. Les Noëls passés seuls, j'écrivais. Les mardis aléatoires quand la solitude ressemblait à la noyade, j'écrivais. La boîte devenait plus lourde avec l'amour non envoyé, la sagesse non partagée, les excuses non entendues pour ce que j'avais fait pour qu'ils cessent de se soucier. Parce que sûrement j'avais dû faire quelque chose. Les enfants n'arrêtent pas simplement d'aimer leur mère sans raison. Mais je ne pouvais jamais comprendre quelle était cette raison, alors j'ai continué à écrire, espérant qu'un jour je comprendrais. Henderson connaissait les lettres. Je lui avais montré la boîte une fois en mettant à jour mon testament, voulant savoir si je devais les inclure. Il en avait lu quelques-unes, sa composition professionnelle se fissurant alors que des larmes remplissaient ses yeux. « Elles sont magnifiques, Marjorie », avait-il dit doucement. « Et déchirantes. » Nous avons décidé que les lettres seraient données à chaque enfant après la lecture du testament, après qu'ils aient appris l'existence de l'argent. Ils pourraient lire tous les mots que j'avais voulu dire, tout l'amour que j'avais voulu donner, tous les moments qu'ils avaient manqués en me manquant. Peut-être qu'alors ils comprendraient que chaque dollar sur mon compte bancaire ne signifiait rien comparé à ce que nous avions perdu. Ou peut-être qu'ils les jetteraient simplement, comme ils m'avaient jeté. De toute façon, les lettres atteindraient finalement leur destination. La dernière lettre que j'ai écrite était juste la semaine dernière, quand j'ai ressenti pour la première fois les douleurs thoraciques qui m'ont amené ici. Elle n'était pas adressée à un enfant en particulier mais aux trois. Mes chers enfants, je meurs. Ce sont peut-être les derniers mots que j'écris, bien que vous ne les lirez probablement jamais. Je veux que vous sachiez que malgré tout, je vous aime. J'aime le souvenir de qui vous étiez et l'espoir de qui vous auriez pu être. Je suis désolée pour ce que j'ai fait qui vous a fait cesser de m'aimer en retour. L'amour d'une mère ne meurt pas avec son corps, il vit dans les espaces entre les battements de cœur, dans le murmure du vent à travers les feuilles, dans chaque acte de gentillesse que vous montrez à vos propres enfants. Soyez meilleurs avec eux que vous ne l'avez été avec moi. C'est tout ce que je demande. Avec amour, maman. Maintenant cette lettre était avec Henderson, attendant d'être livrée à des enfants qui ne viendraient pas dire au revoir. 3 jours après ma mort, mes enfants se sont rassemblés dans le bureau d'Henderson Crawford, vêtus de noir et portant des expressions de chagrin pratiquées. Ils avaient tous assisté à mes funérailles ce matin-là, une affaire clairsemée avec plus de fleurs de donateurs anonymes que de vrais endeuillés. Jasper avait prononcé un éloge funèbre qui semblait avoir été goglé, chose à dire sur les mères mortes, plein de platitudes génériques et de phrases vides. Céleste avait tamponné ses yeux avec un mouchoir, bien qu'aucune vraie larme ne tombe. Wendell avait vérifié son téléphone tout au long du service, calculant probablement à quelle vitesse il pourrait retourner à sa vie importante. Maintenant, ils étaient assis dans la salle d'attente d'Henderson, se regardant avec une anticipation à peine dissimulée. Ils pensaient qu'ils allaient se partager les maigres économies que leur pauvre mère couturière avait réussi à gratter. Henderson les a fait attendre 10 minutes supplémentaires, ma dernière demande. Qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti toutes ces années, attendant des visites qui ne sont jamais venues, des appels qui n'ont jamais sonné, de l'amour qui n'est jamais arrivé. Quand il les a finalement appelés, ils sont entrés dans son bureau comme des vautours s'approchant d'une charogne. La salle de conférence était élégante, tout en bois sombre et chaises en cuir, le genre d'endroit qui murmurait d'argent sérieux. Ils ont remarqué. Je pouvais imaginer leur surprise, pourquoi le testament de leur mère était-il lu dans un bureau si cher? Jasper supposait probablement qu'Henderson faisait du travail pro bono. Céleste pensait probablement que c'était une erreur. Wendell avait juste l'air impatient d'obtenir sa part et de partir. Henderson a arrangé des papiers sur le bureau avec une lenteur délibérée, son visage ne révélant rien. Avant de commencer, a dit Henderson en ajustant ses lunettes, je dois vérifier que tous les bénéficiaires sont présents. Jasper Penbrook? Présent,
a dit Jasper sèchement. Céleste Penbrook Morrison. Présente, a-t-elle répondu, calculant déjà. Wendell Penbrook. Ouais, présent. Pouvons-nous en finir avec ça? Henderson a hoché la tête lentement. Votre mère a laissé des instructions très spécifiques pour cette lecture. D'abord, je dois faire jouer un enregistrement qu'elle a fait le mois dernier. Leurs visages ont montré la première fissure d'incertitude. Un enregistrement? De leur pauvre mère qui pouvait à peine se permettre un téléphone? Henderson a appuyé sur un bouton d'un petit appareil, et soudain ma voix a rempli la pièce, plus forte qu'elle ne l'avait été dans mes derniers jours. Mes chers enfants, si vous entendez ceci, cela signifie que vous êtes venus pour la lecture de mon testament bien que vous n'ayez pas pu venir à mon lit de mort. Quelle déception prévisible! Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une gifle. Céleste s'est déplacée inconfortablement. Le visage d'avocat de Jasper s'est durci. Wendell a eu la grâce de paraître légèrement honteux. Ma voix enregistrée a continué. Vous avez passé les 20 dernières années à supposer que j'étais une pauvre vieille femme avec rien à offrir que de la honte et des inconvénients. Vous aviez tort sur tant de choses, mais raison sur une, j'avais honte. Honte d'avoir élevé des enfants qui valorisaient l'argent plutôt que l'amour, les apparences plutôt que la substance, la commodité plutôt que la compassion. Aujourd'hui, vous apprendrez le prix de vos suppositions. Henderson a mis l'enregistrement en pause, laissant mes mots pénétrer. La pièce était silencieuse sauf le tic-tac d'une horloge antique sur le mur, une horloge que j'avais achetée, dans ce bureau que j'avais aidé à meubler, bien qu'il ne le sache pas. Dois-je continuer avec la lecture du testament lui-même? A demandé Henderson professionnellement. Ils ont hoché la tête muettement, pensant probablement que c'était juste le radotage amer d'une femme mourante. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Henderson a ouvert le document relié en cuir et a commencé à lire de sa voix mesurée d'avocat. Moi, Marjorie Ann Penbrook, étant saine d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament. À mon fils Jasper, qui était trop occupé avec des cas importants pour rendre visite à sa mère mourante, je lègue la somme de $1000, le montant exact que j'ai économisé pour sa remise de diplôme du lycée, ajusté pour l'inflation. Puisse-t-il lui rappeler une époque où il connaissait encore la valeur de la famille? Le visage de Jasper est devenu blanc. $1000? Cela ne pouvait pas être juste. Il a commencé à parler, mais Henderson a levé la main. À ma fille Céleste, qui me trouvait trop embarrassante pour m'inclure dans sa vie parfaite, je lègue $1000 et ma machine à coudre. Peut-être qu'elle peut apprendre à créer quelque chose de ses propres mains au lieu de simplement consommer ce que d'autres ont fait. À mon fils Wendell, qui a ri quand on l'a informé que je mourrais, je lègue $1000 et un miroir, afin qu'il puisse se regarder et voir ce que la cupidité a fait de lui. La pièce a explosé. C'est insensé, a crié Jasper, sa composition d'avocat se brisant. Elle n'avait rien d'autre à laisser. Mais Henderson sortait déjà des relevés financiers, les étalant sur la table comme un croupier montrant une main gagnante. Compte bancaire. Acte de propriété. Portefeuille d'investissement. Les chiffres nageaient devant leurs yeux. 15,8 millions de dollars d'actifs totaux. Votre mère était l'une des femmes les plus riches de Denver, a dit Henderson calmement. Elle possédait ce bâtiment, en fait. Et plusieurs autres. La couturière dont vous aviez honte aurait pu acheter et vendre vos vies plusieurs fois. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Céleste s'ouvrait et se fermait comme un poisson haletant pour de l'air. Wendell regardait les papiers comme s'ils pouvaient disparaître. L'esprit juridique de Jasper courait probablement, cherchant des échappatoires. Mais j'avais payé les meilleurs avocats pour m'assurer qu'il n'y en avait pas. Où va le reste? A murmuré Céleste. Henderson a souri tristement. À diverses œuvres de charité soutenant les personnes âgées abandonnées. À des fonds de bourse pour les étudiants qui ne peuvent pas se permettre l'université. À des organisations qui fournissent dignité et soins à ceux qui n'ont personne. Tout ce qu'ils avaient supposé hériter de droit du sang allait à des étrangers qui avaient montré plus de gentillesse aux âmes oubliées qu'ils n'en avaient montré à leur propre mère. Henderson les a laissés absorber le choc avant de porter le coup final. Il y a plus, a-t-il dit, sortant une enveloppe en papier craft. Votre mère a laissé à chacun de vous une boîte de lettres. Des lettres qu'elle a écrites mais jamais envoyées au fil des ans. Elle voulait que vous les ayez après avoir appris l'existence de la succession. Il a remis à chacun de leurs boîtes des décennies d'amour non envoyées sous forme de papier. Elle a également insisté pour que je lise cet email que vous lui avez envoyé, en groupe, pour son 90e anniversaire.
Il a sorti l'email imprimé, leur cruauté désinvolte préservée en Times New Roman. Joyeux anniversaire en retard, mère. Désolé de l'avoir manqué. Très occupé avec le travail, les enfants, la vie. J'espère que tu as passé une bonne journée. Sa voix était stable, mais ses yeux montraient du dégoût. Vous ne pouviez même pas envoyer des messages individuels. Vous avez coordonné votre négligence. Mais elle ne nous a jamais dit, a protesté Wendell désespérément. Comment étions-nous censés savoir qu'elle avait de l'argent? L'expression d'Henderson s'est durcie. C'est précisément le point, monsieur Penbrook. Vous ne la valorisiez qu'en fonction de ce que vous pensiez qu'elle pouvait vous donner. Quand vous croyiez qu'elle n'avait rien, vous ne lui avez rien donné en retour. Pas de temps, pas d'amour, pas même de gentillesse humaine de base. Il a sorti plus de documents. Ce sont les conditions que votre mère a fixées pour l'héritage. Des visites mensuelles pendant 1 an avant sa mort. Amenez vos enfants pour connaître leur grand-mère. Démontrez une attention et une affection sincères. Vous n'en avez rempli aucune. En fait, il a sorti un journal détaillé. Vous ne lui avez pas rendu visite depuis plus de 3 ans. Vous n'avez pas amené vos enfants la voir depuis 5 ans. Vous avez retourné moins de 10% de ses appels téléphoniques au cours de la dernière décennie. Jasper a essayé ses tactiques d'avocat. Ce testament ne tiendra pas devant le tribunal. Nous le contesterons. Influence indue, incompétence mentale, essayez, a interrompu Henderson. Votre mère l'a anticipé. Elle a eu 3 évaluations psychiatriques indépendantes au cours de la dernière année, toutes confirmant sa compétence mentale. Elle a filmé la signature de son testament avec plusieurs témoins. Elle a laissé une trace écrite qui ferait rire n'importe quel jugeur du tribunal. D'ailleurs, a-t-il ajouté avec un sourire froid, elle s'est assurée que les frais juridiques pour défendre le testament proviendraient de la succession. Vous paieriez pour vous battre contre vous-même. Le combat a quitté Jasper comme l'air d'un ballon percé. Il savait quand il était battu. Céleste pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de rage et de regret, rage d'avoir été déjouée, regret d'avoir perdu des millions. Elle a fait ça pour nous punir, a-t-elle sangloté. Elle a planifié tout ça pour nous blesser. La voix d'Henderson était tranchante. Non, Madame Morrison. Elle a fait ça pour vous enseigner. La punition était votre propre création. Chaque appel ignoré, chaque visite manquée, chaque excuse que vous avez faite, c'était des choix. Votre mère a simplement révélé le coût de ses choix. Il a sorti un document final. Voici une liste de toutes les fois où elle vous a invité à lui rendre visite au cours des 5 dernières années. 247 invitations. Vous en avez accepté 6. Combinez. Les chiffres étaient accablants, une preuve indéniable d'abandon systématique. Il y a un autre enregistrement, a dit Henderson, appuyant à nouveau sur play. Ma voix a rempli la pièce, plus faible maintenant, enregistrée quelques jours seulement avant ma mort. Je sais que vous êtes en colère. Vous prévoyez probablement de contester le testament, de me dépeindre comme une vieille femme amère qui a perdu la tête. Mais je n'ai jamais été plus lucide que lorsque j'ai pris ces décisions. Vous voyez, mes chers enfants, je ne vous ai pas déshérité par dépit. Je l'ai fait par amour. L'argent aurait détruit le peu de relations qu'il nous restait. Vous auriez fait semblant de vous soucier, et j'aurais fait semblant de vous croire. De cette façon, au moins nous avons fini avec honnêteté. Je vous ai aimé plus que la vie elle-même. Vous m'avez aimé moins que l'argent dont vous ne saviez même pas l'existence. Maintenant vous savez exactement où nous en étions. L'enregistrement a continué. Je veux que vous sachiez que chaque dollar que je donne aidera quelqu'un comme moi. Un parent oublié dans une maison de retraite recevra des visiteurs grâce au programme que je finance. Une grand-mère abandonnée recevra des soins et de la dignité grâce à mes dons. Les enfants d'une autre mère pourraient apprendre à la valoriser avant qu'il ne soit trop tard. C'est mon héritage, pas une punition pour vous, mais une prévention pour les autres. J'ai passé mes dernières années à construire une fortune que vous ne toucherez jamais, mais plus important encore, j'ai passé à apprendre une vérité dont vous ne vous échapperez jamais. L'amour ne peut pas être acheté, mais il peut définitivement être vendu. Et vous avez vendu le vôtre bon marché. L'enregistrement s'est terminé par un clic doux, les laissant en silence avec leur culpabilité et leur cupidité. Que faisons-nous maintenant? A demandé Wendell, sa voix petite et vaincue. Henderson a rassemblé ses papiers. Maintenant. Maintenant vous vivez avec vos choix. La fortune de votre mère aidera des milliers de personnes.
Vous en lirez dans les journaux la Fondation Marjorie Penbrook pour les soins aux personnes âgées. Les bourses Penbrook pour les étudiants de première génération. Les centres Penbrook pour la dignité des personnes âgées. Son nom sera rappelé avec amour et gratitude par des étrangers, tandis que vous, il n'avait pas besoin de finir. Tandis qu'ils se souviendraient d'elle avec regret et ressentiment, sachant qu'ils avaient échangé une fortune contre la commodité de la négligence. Prenez vos lettres, a-t-il dit en se levant. C'est tout ce qu'il vous reste d'elle. Bien que je soupçonne qu'elles valent plus que l'argent que vous pensiez hériter. Si vous pouvez vous résoudre à les lire. 6 mois après la lecture du testament, mes enfants ont découvert que l'argent n'était pas la seule chose qu'ils avaient perdue. Les collègues de Jasper au cabinet d'avocats ont d'une manière ou d'une autre appris son drame d'héritage, peut-être par le réseau d'Henderson, peut-être par le moulin à potins efficace de la communauté juridique. L'histoire d'un avocat qui a ignoré sa mère mourante et perdu des millions est devenue une conversation de refroidisseur d'eau. Sa réputation d'avocat froid et calculateur était cimentée, mais maintenant elle venait avec un astérisque. L'homme qui a choisi les heures facturables plutôt que les dernières heures de sa mère. Il a commencé à perdre des clients qui murmuraient qu'il ne faisait pas confiance à quelqu'un qui ne pouvait même pas se présenter pour la famille. Le partenariat pour lequel il avait tout sacrifié a commencé à se sentir creux quand il a réalisé qu'il n'avait personne avec qui le célébrer. Il avait lu certaines de mes lettres et avait essayé d'appeler Céleste et Wendell pour en parler, mais ils traitaient chacun de leurs propres conséquences. La galerie d'art de Céleste, qui avait toujours eu des difficultés financières, a fait face à une crise quand un investisseur majeur s'est retiré. Dans le désespoir, elle a approché la banque pour un prêt, seulement pour découvrir que le bâtiment occupé par sa galerie appartenait à la fondation Penbrook, ma fondation. L'ironie était écrasante. Sa mère possédait le sol même sur lequel elle se tenait, avait probablement été sa bienfaitrice anonyme pendant des années, et elle ne l'avait jamais su. Le conseil d'administration de la fondation, suivant mes instructions, lui a offert les mêmes conditions de location qu'à tout autre locataire. Pas de traitement spécial pour la fille qui avait été trop spéciale pour visiter. Elle a essayé de tirer parti de sa relation avec moi, mais le conseil avait mes enregistrements, ma documentation. Il savait exactement quel genre de fille elle avait été. La galerie a fermé 3 mois plus tard. L'histoire de Wendell était peut-être la plus triste. Sa femme, qu'il avait épousée en partie pour son potentiel d'héritage, a demandé le divorce quand elle a appris qu'il n'avait reçu que $1000 de sa mère millionnaire. Elle a pris les enfants et a déménagé à Seattle, prétendant qu'il était, comme sa mère, un échec qui prétendait être quelque chose de plus. La cruauté de ces mots révélait qu'elle ne m'avait jamais connu du tout, n'avait entendu que sa version de qui j'étais. Maintenant, il était assis dans une maison vide, tenant l'éléphant que j'avais cousu pour lui il y a 40 ans, la seule chose qu'il avait gardée. Il avait finalement lu mes lettres, toutes, et le poids de ce qu'il avait perdu l'écrasait. Pas l'argent, la mère qu'il avait aimée malgré tout, qui lui aurait donné le monde s'il avait juste demandé son temps au lieu de cela. La fondation Penbrook, quant à elle, a prospéré. Le premier centre pour personnes âgées a ouvert le jour de ce qui aurait été mon 91e anniversaire, dans le quartier où j'avais élevé mes enfants. Il offrait tout ce que j'avais souhaité dans mes dernières années, compagnie, dignité, but. Les personnes âgées qui avaient été abandonnées comme moi ont trouvé communauté et soins. Le programme de bourse a envoyé 12 étudiants à l'université dans sa première année, tous issus de milieux comme le mien, enfants de couturières et de concierges et d'ouvriers d'usine qui croyaient en l'éducation et au sacrifice. Les nouvelles locales ont couvert les cérémonies d'inauguration, mentionnant toujours la mystérieuse couturière millionnaire qui se souvenait des oubliés. Mes enfants ont assisté à l'un de ces événements, debout à l'arrière, regardant des étrangers louer la générosité et la vision de leur mère. Henderson m'a dit plus tard, oui, j'ai dit m'a dit, parce que cette histoire n'est pas tout à fait terminée, qu'ils ont essayé de le rencontrer plusieurs fois. Ils voulaient en savoir plus sur ma vie, sur la façon dont j'avais construit ma fortune, sur pourquoi je l'avais gardée secrète. Il leur a donné les informations qu'ils pouvaient, mais les vraies réponses étaient dans les lettres qu'ils avaient finalement lues. Des années d'amour et de déception accumulées, réparties sur des pages qu'ils avaient jetées dans des boîtes et oubliées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jasper a commencé à visiter le centre pour personnes âgées, faisant du bénévolat à la clinique d'aide juridique. Pas pour l'attention ou la rédemption, mais parce qu'il a finalement compris ce que j'avais essayé de lui enseigner, que le succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Céleste a commencé à enseigner des cours d'art là-bas, utilisant ses mains pour créer au lieu de simplement conserver. Wendell a entraîné le basket-ball pour le programme jeunesse, se souvenant quand je l'encourageais depuis les gradins. Mais voici le rebondissement qu'ils n'ont jamais vu venir.
je ne suis pas morte cette nuit-là à l'hôpital. Les médecins ont appelé ça un miracle, mais je savais mieux. J'avais tenu juste assez longtemps pour voir s'ils viendraient, et quand ils ne l'ont pas fait, quelque chose en moi a décidé de se battre. Pas pour eux, pour moi. Pour la vie que je n'avais jamais vécue en les attendant de m'aimer en retour. J'ai récupéré lentement, secrètement, avec l'aide d'Henderson. Il m'a déplacé dans une belle résidence assistée à Boulder sous un nom d'emprunt, où j'ai passé 6 mois à regarder de loin mes enfants apprendre les leçons que j'avais essayé de leur enseigner pendant des années. Je les ai vus changer, lentement, douloureusement, sincèrement. Pas parce qu'ils pensaient que je regardais, mais parce qu'ils ont finalement compris ce qu'ils avaient perdu. Aujourd'hui, par un beau matin du Colorado, je suis assise dans un café du centre-ville de Denver, regardant Jasper passer avec sa mallette. Il a l'air plus vieux, plus triste, plus sage. Il s'arrête à chaque sans-abri, donne de l'argent, demande leur nom. Il devient l'homme que j'ai toujours su qu'il pouvait être. Demain, je pourrais accidentellement rencontrer Céleste au centre pour personnes âgées où elle fait du bénévolat. La semaine prochaine, peut-être que Wendell remarquera la vieille femme qui regarde son entraînement de basket-ball avec des larmes dans les yeux. Ou peut-être pas. Peut-être que je vivrai simplement mes années restantes en tant que Margaret Penn, la résidente mystérieuse qui semble connaître l'histoire de tout le monde mais ne raconte jamais la sienne. L'argent est parti, donné à des gens qui en avaient plus besoin que mes enfants qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin de moi. Mais je suis plus riche maintenant que jamais, parce que je suis enfin libre d'attendre un amour qui arrive trop tard. La dernière lettre que j'écrirai jamais est sur mon bureau, adressée à eux trois. Mes chers enfants, la mort n'est pas toujours la fin. Parfois c'est un commencement. Vous pensiez que vous étiez trop tard, et pour l'argent, vous l'étiez. Mais pour l'amour? L'amour ne vérifie pas les soldes bancaires ou ne lit pas les testaments. Il attend juste, patient et éternel, que les cœurs changent. Si vous lisez ceci, cela signifie que le mien a finalement cessé d'attendre et a commencé à vivre. J'espère que les vôtres ont fait de même. Cherchez-moi dans les visages des gens que vous aidez, dans les moments où vous choisissez la gentillesse plutôt que la commodité, dans l'amour que vous montrez à vos propres enfants. C'est là que je serai. C'est là que j'ai toujours été. Toujours votre mère, juste plus votre victime. Avec un amour qui transcende à la fois la vie et la mort, maman. Ils recevront cette lettre quand je mourrai vraiment, ce qui pourrait être demain ou dans 10 ans. Mais cette fois, quand Henderson appellera pour le leur dire, peut-être qu'ils viendront. Pas pour l'argent, il n'en reste plus. Pas pour la culpabilité, ils en ont assez porté. Mais pour l'amour, le seul héritage qui compte, la seule richesse qui se multiplie quand elle est partagée. Et s'ils ne viennent pas? Eh bien, j'ai appris à vivre avec ça aussi. Parce que le plus grand cadeau que ma fortune m'a donné n'était pas le pouvoir de punir ou d'enseigner. C'était la liberté de finalement cesser d'avoir besoin d'eux pour compléter mon histoire. Je l'ai complétée moi-même, un point à la fois, un choix à la fois, une respiration à la fois. La couturière que tout le monde pensait n'avoir rien s'est avérée avoir tout. Elle a juste dû mourir pour apprendre à vivre. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.